Okay, what about a story about a filmmaker in Malawi, the only one in his country? There are no movie theaters there at all. Where does he show his film? Anything else? Kibera. People are starving, open sewage, murders every day, 2 or 3 at a time. Land is being rented from the government. The rest is there. Okay. Masai Mara. Camps run by white South Africans, making money on the tourists, balloon rides, people profiting, using the Maasai to be trained as tour guides. Who's going to believe it? It's been done, no? Yeah. Excusez-moi. Action. Oh, hello. Hello. So, Welcome. thank you. What about a story about a filmmaker from Malawi, the only filmmaker in Malawi, not one movie theater in his town? Sounds like San Francisco. Oh, I don't even need to look. Snow. Yeah. Okay. The only place where there's life in the whole city. They have an orphanage outside of town where they take care of young kids who've been orphaned from all different kinds of families, all different kinds of walks of life. They sing the Ave Maria every night at 7 o'clock. Beautiful atmosphere. They're helping people. We have a film festival for the Maasai to teach them how to be tour guides. Completely unbiased story. Not negative. Positive. Taking advantage of all we have to offer there. Where's the drama? Plus, it's against everything we do normally. Don't think with Okay. Burkina Faso. The ne'er-do-wells, for lack of a better way to say it, off the street, so it looks Hollywood-like for all of us who go there to enjoy the FESPACO Film Festival. Who's going to read it? I mean, who's going to read this story like that? We want Be upbeat. serious, you know. Something that's Something different. who could you know? smile. Outside of Nairobi, they're the biggest slum in the whole world. Open sewage, people having to pay to go to the bathroom in a stall that's over an open pipe leading down to the river in Kibera. And many of the people there have to rent their homes at a very high price from the government. Let me see, Jeff. Anything else? Yeah, that won't work. That won't work. Okay. The Masai Mara. Many safari camps in the Masai Mara run by very rich white South. Come back with another one. I mean, come we're back. open to ideas, definitely. Especially to you. We are very open to you anyway. You know that. We like what you do normally and everything. So. Okay, I'll be back when I have something. Thank you. Let's go back, Jeff. People on a guided tour of the giraffes and all these wonderful animals. They have a training camp. Vous parlez de cet homme comme si vous le connaissiez. Et c'est vrai que vous le connaissez. Vous avez vos réseaux, vos informateurs, la télévision. Et lorsque l'Internet s'y mêle, alors là, vous entendez les bruits et les rumeurs. Vous connaissez le président. Mais il n'a pas toujours été l'homme que vous voyez aujourd'hui. Cet homme encore puissant, mais déjà fatigué, dont le moindre geste, le moindre silence
est commenté, depuis les fastes du palais jusqu'aux ruelles les plus bourbeuses des bas quartiers. Mais celui dont je me souviens, celui qui m'a envoyé dans cet endroit, parmi vous, celui qui m'a appelé son ami, nous ne sommes plus qu'une poignée. Celui qui m'a appelé son ami, nous ne sommes plus qu'une poignée à le connaître réellement. Et cependant, moi je l'ai connu dans les années 60. Nous avons fait les études de droit ensemble. Pas rentrer dans les querelles, mais je crois qu'il y a un gros œuvre que nous devons mettre en place. Et je crois que la refondation de la nouvelle société camerounaise dépend d'abord de nous. Chacun a ce qui nous concerne. C'est pour ça. Je reviendrai sur une chose essentielle que j'identifie comme une proposition que je fais à notre génération. Je crois que ce qui fait défaut dans notre génération, c'est un déficit d'engagement politique. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que l'on peut souhaiter qu'il soit fait, je crois que la première des recommandations que je ferai à notre génération, c'est enfin de prendre conscience que l'engagement politique est un acte déterminant dans le destin des nations. Et je constate que dans notre génération, il y a un déficit d'engagement politique au sens partisan du terme. C'est-à-dire qu'on prône une série de choses à faire, mais en même temps, sur le plan de l'action concrète, en termes d'engagement partisan politique, qui est en quelque sorte le préalable pour que les choses se fassent, nous désertons. Et quand, comme on dit souvent, et vous l'avez rappelé, la nature a horreur du vide, je pense que quand, effectivement, tout le monde déserte le champ politique, eh bien, il se peuple de toutes sortes d'opportunistes, et après, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et donc, je considère que si j'ai une recommandation à faire à notre génération pour qu'on se saisisse enfin de notre destin, c'est de recommander qu'enfin, qu'on songe à s'engager politiquement. J'entends par là, non pas simplement sur le plan idéologique, sur le plan des idées, etc., mais je pense que nous devons prendre conscience que notre destin nous appartient et que pour maîtriser notre destin, il faut qu'on s'engage politiquement et qu'on s'engage d'un point de vue partisan. On n'a pas l'impression, même une vague impression, que le gouvernement charrie vraiment les problèmes qui se posent à la société camerounaise, qui ne demande qu'une chose essentielle, un strict minimum vital garanti par la force publique à l'ensemble des Camerounais. Et ce strict minimum, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce que les autres appellent la sécurité sociale. Et tant que nous n'avons pas réfléchi à ce strict minimum, qui n'est qu'un système de partage, c'est que nous n'avons même pas compris ce que c'est que la démocratie. Car en vérité, si la démocratie devait se limiter à l'expression d'une personne, un vote, c'est que nous n'avons rien compris du tout. La démocratie est d'abord la meilleure répartition des richesses collectives. Et de ce point de vue-là, normalement, tous les Camerounais devraient rentrer, dans la relecture du mandat de Sembène Ousmane. Et que ceux qui sont déjà allés trop loin revisitent
de la connaissance objective de Karl Popper, le meilleur épistémologiste de tous les temps, qui définit exactement les mots dont souffre le Cameroun aujourd'hui. Car en tant que société close, société fermée, le but poursuivi, c'est assujettir les populations. Or, la société ouverte a une première exigence, le débat public. Et tout ce qui concerne la gestion publique est débattu. Et même quand une méthode scientifique dans la société ouverte a produit des résultats plusieurs années, il suffit qu'elle fléchisse une seule fois, on la remet en cause. Or, au Cameroun, c'est véritablement la société des réformes impossibles. Je dois penser que le cinquantenaire d'indépendance. La première chose d'abord fondamentale pour le Cameroun, c'est la logique du redressement et du relèvement. Parce que le Cameroun est à terre, le Cameroun a trébuché, le Cameroun est tombé. Mais le Cameroun peut se relever et nous devons le relever. Et pour le relever, nous avons un certain nombre de réformes à faire, mais de réformes qui se situent dans une logique de nouvelle civilisation. Nous devons créer une nouvelle civilisation en nous inspirant à la fois de nos ancêtres et de ceux qui, pour des raisons historiques, nous ont dominés. Récupérer ce qui peut nous être utile pour faire repartir le Cameroun. C'est donc dans une perspective de renaissance africaine. Sur le plan politique, nous devons construire une démocratie authentique. Et une démocratie authentique doit d'abord être républicaine. Ça veut dire une république pour tous ses fils. Donc une république basée sur l'égalité, la fraternité, la solidarité, la vertu et le travail. Toujours sur le plan politique, nous devons abolir le présidentialisme. Parce que le grand cancer de l'Afrique, c'est le présidentialisme qui en réalité est un système monarchique. Nous devons construire des États fédéraux parce que le fédéralisme est la vraie nature des sociétés africaines, quelle que soit leur forme d'organisation. Sur le plan économique, nous devons concilier la nécessité d'avoir une économie qui crée des richesses, une économie donc basée sur l'outil qu'est le marché et une économie de développement. La solution pour nous alors ce sera une économie mutualiste qui peut à la fois associer la nécessité d'atteindre le profit et en même temps celle d'avoir de la solidarité. Il n'y aura pas de modernité pour le Cameroun sans un système de protection sociale collective qui soit à la fois basé sur une sécurité d'État et sur la sécurité des communautés. On peut imaginer toutes les formules nécessaires pour le faire. Dernier point, au niveau économique, le Cameroun peut devenir un pays développé en 15-25 ans. Et il y a une voie qu'il faut explorer, c'est la voie de la révolution agricole. Si le Cameroun fait sa révolution agricole, non seulement il sera le grenier de l'Afrique, mais il sera le grenier du monde. Il peut l'être. Et cette modernisation est la première des 7 révolutions que le Cameroun peut faire. Voilà rapidement ce que je pouvais dire. Bon, ok, d'accord. Je ne regrette pas. Mon camarade de classe. Ça, c'est mon camarade de classe. À Saint-Jean-Bosco. Il ne me reconnaît plus. Quand tu m'as dit l'autre jour, comme depuis pas, je l'ai dit. Ce qui me paraît bizarre, c'est comment Ngonjok a réussi à fuir avec l'enfant devant les militaires. C'est pour te dire donc. C'est pour ça que je te dis. Parce que quand on a encerclé leur camp, il y avait quelqu'un qui était avec eux, qui s'appelait Maïmatib. Maïmatib, nous le saurons plus tard que même étant là-bas, il avait ce qu'on appelle un appareil émetteur. Puisque l'ancien secrétaire de police, quand il est mort dernièrement, que nous avons compris, parce qu'il a été décoré comme commissaire divisionnaire. Quitte là! Allez, touche pas! 2 millions. Quitte là, je vais te taper.
Donc, voilà, etc. Bon, mais au cours des fusillades, parce qu'il y a eu, Oumiobe est mort avant les Yimbak. Oui, si tu regardes la photo de Oumiobe, on dit qu'il est mort le 13 septembre. Il n'est pas mort le 13 septembre, puisque quand tu mets un jour ou 2 jours, tu commences déjà à prendre de la proportion. Tu comprends? Bon. Il est mort entre le 11 et le 12. Dans la nuit, on l'a tué. Parce que lorsque les 10 se sont prononcés, bon, il n'y avait plus rien d'autre que de venir là-bas. Donc, il semble même qu'il ait été abattu à Yaoundé. Et on est venu chercher son cadavre. Tu as compris. Donc. Mais, parce qu'on l'avait arrêté. C'est-à-dire qu'on a... Bon, normalement, si il disait que, bon, non, envoyez-le en exil. On l'a envoyé en exil. Mais les Sopos ont dit, yet, il faut en finir. Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. Mon père, il est ancien prisonnier de Mokolo. Il a fait 10 ans de déportation à Mokolo et 10 ans d'interdiction de séjour. Il était le seul qui ait reçu 10 ans. L'autre, du Congo Métom, a été fusillé à la salle au palais de justice. Mais lui, il a été déporté à Mokolo. Il a fait 10 ans quand même. Eux, ils n'étaient pas de l'UPC, malheureusement. Mais ils nous ont légué une histoire qui parle des prémices de l'UPC. Oui, tu sais que c'était des patriotes. Hein. Oui. À partir même de la guerre de machin allemande, de l'occupation allemande. Oui. Bon, parce qu'ils étaient réfractaires à cette occupation. Ça, c'est le sujet d'un de mes films, La cicatrice. Parce que je me demande quel est le discours que ces gens pouvaient tenir à leurs descendants. Est-ce qu'un révolutionnaire qui a lutté contre les Allemands, ils ont gagné contre les Allemands, avec l'appui des Allemands, est-ce qu'ils avaient à choisir des amis pour les épauler? Ils n'avaient plus à choisir des amis, ils avaient déjà leurs amis. Alors, les Allemands les ont tués en disant, mais c'était des pro-nazis. Parce qu'à l'époque, c'est le nazisme qui sévissait. Oui, oui, c'est le nazisme qui était à bord. Mais lui, il est revenu seul. Et ces gens avaient une telle puissance. Il a dit au bonhomme qui les a trahis que c'est le jour où je reviendrai que tu vas mourir. Et la librairie protestante, je crois que toi tu l'as connu. La librairie protestante, c'est juste en face de la librairie protestante, quand il est descendu de la gare du train, en remontant à pied, que le bonhomme, un Bonapriso, s'est écroulé. Non, c'est retourné. Il l'a vu comme ça, il s'est écroulé, il est mort. Dès que le bonhomme est mort, tous les doigts là ne le regardaient pas en face. Parce qu'il craignait. Oui, oui, il ne regardait plus en face. Parce que c'est papa qui descendait dans la tombe le jour du Ngondo pour jouer du tam-tam. C'est lui qui jouait du tam-tam pour dire ce qui allait se passer. Bon, on a joué du tam-tam tout de suite au Kolo, parce qu'on ne l'appelait pas par son nom, il s'appelait Mukuri. Mais on l'appelait Okolo. En Douala, Mukuri veut dire Okolo, c'est le nom du tam-tam. Okolo Awa, Okolo Awa, Okolo Awa. Tout Douala qui entendait ça, quoi qu'il faisait, il laissait tomber.
vis-à-vis des peuples qui souhaitent son concours, auquel elle est attachée, et qui peut-être un jour lui rendront ce qu'elle leur aura prêté. Vis-à-vis de cela, la France est résolue à leur fournir l'aide qu'ils souhaiteront, dans la mesure où elle le pourra. Autrement dit, la politique de la France à l'égard de ces pays, c'est de respecter et de reconnaître leur libre disposition d'eux-mêmes, et en même temps de leur offrir de faire avec elles un ensemble dans lequel ils trouveront son concours et dans lequel elle trouvera leur participation à son activité mondiale. C'est là la base du contrat qui a été conclu depuis 1 an entre la République française, 11 États africains nouveaux, et la République malgache. De cette communauté, tous les États qui font partie y sont parce qu'ils l'ont voulu. Et tous, à chaque instant, peuvent s'en aller s'ils le veulent. Autrement dit, la communauté, pour tout le monde, c'est l'indépendance effective et c'est la coopération garantie. Il y a 2 États, le Cameroun et le Togo, qui, à leur tour, vont accéder bientôt à l'indépendance. Ils le font par d'autres voies que les États africains qui sont dans la communauté. Ils le font par d'autres voies que ces États ont prises, parce qu'eux n'étaient pas sous la souveraineté de la France, ils étaient sous sa tutelle, en vertu d'un mandat international. Alors c'est seulement l'année prochaine qu'ils vont avoir l'entière et libre disposition d'eux-mêmes. Si le Cameroun et si le Togo souhaitent, ce qui est possible, s'associer à la communauté, je crois que celle-ci donnera satisfaction à ces 2 bons partenaires. C'est que dans le même temps, au Cameroun, sans tapage et sans publicité, la France donnait au monde une grande leçon de libéralisme. Une assemblée élue au collège unique et au suffrage universel tenait sa séance inaugurale. Elle devra décider en toute liberté des voies qui mèneront à l'émancipation du Cameroun. Monsieur le Président, dans quelques instants, vous prenez l'avion pour New York. Quels sont les motifs de ce voyage? Le 24 octobre dernier, l'Assemblée législative du Cameroun, sur proposition du gouvernement que j'ai l'honneur de présider, a demandé à la France d'intervenir auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la tutelle exercée sur le Cameroun soit levée le 1er janvier 1960 et que l'indépendance soit proclamée. Mon ami le ministre Okala et moi-même nous rendons à New York pour appuyer cette demande. Et la séance aura lieu à quel moment? Nous serons entendus le 11 novembre. Bon, vous serez entendus le 11 novembre au cours de ces débats. Oui. Quel sera le statut qui prévaudra pendant la période qui va précéder, c'est-à-dire pendant l'année qui précède l'indépendance? Le statut du Cameroun de l'année 1959 sera celui que nous avons demandé à la France le 12 juin, c'est-à-dire un statut d'autonomie interne totale. D'ailleurs, la France a donné satisfaction à cette demande. Votre Assemblée, dans une de ses dernières déclarations, a souhaité que le Cameroun s'associe à la France. De quelle manière l'entendez-vous? Oui, plusieurs fois, l'Assemblée du Cameroun et le gouvernement ont souhaité que le Cameroun devenu souverain s'associe amicalement et librement à la France. Il m'est impossible de vous préciser quels seront les liens qui uniront la France et le Cameroun. En tout cas, nous ferons tout, et compte tenu de la nouvelle constitution française, pour que ces liens existent, pour qu'ils soient les plus amicaux possibles.
aussi. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est à l'image du pays qu'elle administre. Ici, pas de gratte-ciel, pas de gigantisme à l'américaine. De prime abord, on se sent un peu déçu de découvrir une métropole africaine qui ressemble presque à une sous-préfecture. Puis on est saisi par le charme presque désuet de cette ville qui cache ses vieilles habitations derrière des hibiscus et pare d'immeubles discrets les 6 collines qui l'ont vu naître. Ancienne colonie allemande avant la Première Guerre mondiale, le Cameroun, après le traité de Versailles de 1919, passa sous tutelle britannique dans sa partie occidentale et sous tutelle française dans sa partie orientale, de loin la plus vaste. Deux cultures différentes vont pendant plus de 40 ans pénétrer le Cameroun sans qu'il y ait la moindre osmose entre le secteur occidental et le secteur oriental. Beaucoup douteront pendant longtemps d'une éventuelle réunification. Et pourtant, un an seulement après que l'indépendance ait été proclamée au Cameroun oriental francophone, la majorité du Cameroun occidental, encore sous tutelle britannique, se prononçait pour le rattachement. Aujourd'hui, le Cameroun est une république fédérale avec un vice-président anglophone, M. Salomon Tandère Muna, et un président francophone, M. Amadou Ahidjo. Cet homme du Nord, un peu froid, un peu distant, a la réputation d'être un habile politicien. Tout en se montrant très dur dans la répression de la rébellion qui sévissait en pays bamiléké contre l'autorité fédérale, il plaça par ailleurs à des postes de commandement dans les services publics et les ministères les meilleurs éléments de cette ethnie entreprenante. Actuellement, l'autorité du président Ahidjo est reconnue. Mais sa popularité ne le trompe